Salut Bertrand, Salut Mathieu, bienvenue à toi. merci. Alors on te reçoit aujourd'hui pour une chaîne qui s'appelle Colloquium. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh ben, merci à vous d'avoir pensé à m'inviter. Disons que maintenant c'est les rôles sont inversés. L'année dernière, je me rappelle vous avoir interviewé, mais pas pour une radio, non, pour Radio Barthas. Donc du coup, bah voilà, du coup je suis dans. C'est le retour. C'est le retour. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Oui, je peux me présenter. Je m'appelle Bertrand Waquet, j'ai 46 ans, j'habite en Lozère à côté de Florac. Voilà, je fais de la bière et je joue de la musique aussi. Et voilà, et donc, quoi dire de plus ça va C'est comme déjà ça. pas mal. C'est déjà pas mal. Alors ce soir, on va parler de toi et de ton parcours. Tu as de nombreuses cordes à ton arc, hein. Tu es musicien, comme tu l'as dit, brasseur et aussi animateur radio, hein. On pourra apprécier pendant notre échange l'interconnexion de ces trois thèmes et la cohérence de l'ensemble. On va commencer avec ton parcours de musicien et de mélomane, si tu le veux bien. Ouais. Quand as-tu commencé à t'intéresser sérieusement à la musique? Bah, ça a commencé, on va dire, franchement, enfin en tout cas pour le style de musique que j'écoute maintenant, plutôt en troisième. Voilà, troisième, seconde, où j'ai commencé. 15-16 ans, quoi. Ouais, voilà, à écouter les premiers vraiment sons, on va dire, un peu distordus, Guns N' Roses, hein, le premier album que j'ai longtemps écouté. Après, Metallica, Injustice for All. Et après, je suis tombé plutôt sur des choses un peu plus extrêmes. C'est dans les années 90, donc Napalm, Sepultura, ce genre de choses. Voilà, et puis après, comme tout jeune à peu près à cet âge-là, on a envie de prendre une guitare ou un instrument pour faire un peu ce qu'on écoute aussi. Et du coup, ça c'est... Oui, moi j'ai pris une basse, Hmm. un peu comme ceux qui savent pas, on va dire, entre guillemets, jouer. Tu sais, comme dans les équipes de foot. Tu fais quoi, toi? Non, mais vas-y, toi, t'es arrière droit. Bah, oh non, mais vas-y, toi, t'es bassiste. Bon, voilà, donc du coup, j'ai appris la basse, j'ai pris la basse comme ça. Voilà. Ok, et est-ce que tu as suivi une formation musicale ou est-ce que tu es autodidacte? Pas du tout. Tout pour dire à l'oreille, enfin, en tout cas, à essayer de se démerder par soi-même, à soit reprendre des choses, des lignes qu'on trouve chouettes, ou à essayer de composer des choses, enfin essentiellement de la compo, parce que quand on n'a pas la technique pour jouer ce qu'on entend, on se dit autant qu'on fasse notre propre musique. Et du coup, c'était plutôt ça. Voilà, et puis au fil des années, d'essayer d'améliorer sa technique, même si je suis pas un grand technicien de la basse, loin s'en faut, et voilà quoi. Prendre du plaisir, c'est déjà très bien. C'est le principal, c'est ce qu'il faut. Alors, tu nous as parlé des artistes qui t'ont marqué, mais quel est le bassiste qui t'a fait vibrer? Bonne question. Le vrai. Alors là, bonne question. Je dirais vraiment la premier nom qui me vient, c'est Les Claypool de Primus. Ah ouais. Voilà, Ouais. de suite, parce que ça c'est vite tombé dans mes oreilles assez tôt, et du coup j'ai vite accroché avec son atypie au niveau du jeu, au niveau du son, au niveau de l'ambiance. Voilà, après qui c'est que je pourrais... Cliff Burton de Metallica, Ouais, aussi. Tu parlais de Justice for All, qui est pour moi le meilleur album de Metallica, quoi. C'est quand même une pierre dans l'univers du métal, quand même. Et donc, oui, Cliff Burton, forcément. Ok, et du coup, 15-16 ans, tu commences à découvrir la musique, tu dis que tu as envie de pratiquer, tu te mets à la basse, tu as des premiers groupes? On a formé un premier groupe fin de lycée avec deux autres collègues, des potes, des bons amis. Donc on était à trois, on a formé Insane Edge, qui était un groupe qui était dans la veine, on va pas dire hardcore encore, mais plutôt metal, death metal. À l'époque c'était plutôt ça, genre un peu Helmet, Biohazard, un peu dans cette mouvance-là, sans non plus avoir le son ou les prétentions techniques de faire ce qu'ils faisaient, mais on était plutôt dans l'ambiance aussi du skate, donc un peu tout ce genre de musique. On pratiquait le skate, on jouait de la musique ensemble, on écoutait la musique qui allait avec, et du coup on avait envie de faire pareil. Et donc du coup on a formé Insane Edge, qui était un
un groupe qui a vécu quelques années, qui a fait quelques concerts, somme toute modestement, et puis après on a tous vaqué à nos occupations, on va dire, soit d'étudiants ou autres, de travail, et du coup ça s'est arrêté exactement en 96. Voilà, entre 93 et 96. Et donc tu skatais? Oui. Et genre, si je te dis 3-6 flip, tu me dis que t'en as déjà mis un ou pas? Non, jamais, non. Non. T'aurais bien voulu, non? J'aurais bien voulu, ouais. Ouais, c'était plus pour l'esprit que... C'est pareil, c'est un peu comme la basse, tu vois, au niveau technique, en skate, c'était plus pour l'esprit que pour la technique, parce que... Ouais, Oli, tout ça, enfin un petit wall ride de temps en temps, enfin les vieilles figures. Et les vidéos de skate qu'elle est avec, et la musique qu'elle est avec aussi. Genre parce que Public Domaine, Hocus Pocus, 1 et 2, enfin il y en a eu quelques-unes comme ça. Voilà, c'est aussi à cette époque-là qu'on avait aussi la musique, parce que à cette époque-là, on n'avait pas tous les médias qu'on a maintenant, donc on essayait de trouver aussi des nouveaux sons, souvent américains, qui venaient par ces cultures-là, et c'était un peu différent de toute la masse de musique qu'on peut avoir maintenant à notre disposition, et c'était une autre époque, mais voilà, donc c'est ça qui m'a, moi, touché à cette époque-là. Ça roule, donc ça, c'est cette première époque, c'est ce premier contact avec la musique en groupe, ça a été Insane Edge, du coup. Ouais, Ensuite, et bien ensuite, après, en fait, il y a eu un gros vide. Voilà, un gros vide de, je sais pas combien d'années, pas loin de 13 ans. Après, toujours en faisant... En fait, on faisait toujours des buffs avec les potes, voilà, de jouer. J'ai jamais arrêté vraiment de jouer, mais sans vraiment avoir de projet, parce que, entre les études, le boulot, etc., et puis... ça s'était un peu éteint, on peut dire ça comme ça, et en arrivant dans les scènes, j'ai toujours eu ma basse avec moi, j'ai toujours un peu bidouillé de mon côté, jouer avec des gens, j'ai toujours joué avec des gens, j'ai jamais joué vraiment à apprendre des partitions, parce que voilà, j'ai aucune notion vraiment de solfège ou quoi que ce soit. Et du coup, en arrivant dans les Cévennes, voilà, j'ai rencontré d'autres gens, et j'ai remis le pied à l'étrier dans d'autres formations, et j'ai repris vraiment, on va dire, des projets de groupe en arrivant dans les Cévennes, voilà. Et là où je suis actuellement. Ton groupe actuel? Alors mon groupe actuel s'appelle Rascanine. Ça doit faire 1 an et demi qu'on joue ensemble. C'est encore un trio, parce que les trios, c'est quand même une formation qui marche bien, c'est facile. Un power trio, ouais. Voilà, et avant d'être dans Rascanine, de former Rascanine, j'ai joué pendant 7 ans avec les Camionneurs du Suicide. Ok. Voilà, qui est une bonne grosse période de ma vie, on va dire, de musicien, entre guillemets, où là j'ai repris la basse, et j'ai retravaillé mon instrument pour pouvoir me mettre au niveau des autres, et donc j'ai progressé aussi. Voilà, à ce niveau-là, et puis et ensuite donc Rascanine actuellement, parce que bon, globalement je pensais avoir fait le tour de ce qu'il y avait à faire dans les Camionneurs. C'est une bonne période, c'était quelque chose de où on a beaucoup joué par période, on a pu beaucoup jouer, moins jouer, il n'y avait pas vraiment d'enjeu de scène, donc on faisait ce qui nous plaisait, et voilà, et après, je pensais avoir fait le tour, j'avais plus vraiment d'énergie pour ça, et j'avais envie aussi de revenir à mes premiers amours, qui sont un peu plus le métal, le power rock, le stoner, ce genre de choses, et j'ai rencontré du coup un batteur avec lequel j'ai fait du basse batterie avec des lignes que j'avais dans la poche depuis un petit moment, que j'avais composé, qu'on a mis en place en basse batte, et après j'ai rencardé l'ancien guitariste des Camionneurs, qui est aussi un peu plus métalleux, punk métalleux que voilà, dans l'esprit, qui nous a rejoints pour former les Rascanines donc en trio. Et comment tu pourrais définir la musique du groupe? Je dirais que moi je dis que c'est du power rock, donc ça balaye un peu différents styles. En instrumental, là? Ouais, essentiellement, parce qu'on n'a pas trouvé de chanteur pour le moment vraiment à titre officiel, donc on essaye en fait on compose
instrumentalement. Et voilà, on espère peut-être qu'on pourra avoir un chant un jour ou pas, on ne sait pas. Voilà, donc. Et vous avez des projets au niveau enregistrement, au niveau concert? Enregistrement, oui. Après les concerts, comme tu sais très bien, c'est pas évident. La période n'est pas propice. Ouais. C'est pas trop propice, comme je te disais tout à l'heure. On a pu quand même faire 3 concerts donc cette année, en 2020, plutôt sur juin, juillet, août. Pour différentes occasions et après en termes d'enregistrement on essaie déjà d'avoir un set carré complet pour pouvoir on va dire faire une première maquette pour dans l'idée démarcher en 2021 si jamais la République et l'État nous permet de faire des choses dans ce bas monde, pouvoir faire de la musique et voilà, restituer ce que nous on a envie de donner au public, parce que c'est toujours ça. Moi j'ai fait on a beaucoup buffé avec des potes, etc. Mais moi ce que j'aime c'est travailler et c'est essayer de composer, construire avec des gens. Et une fois que tu as quelque chose qui te semble concret à présenter, tu as envie de le présenter aux gens. Ouais. Donc c'est quand même ça, l'essence un peu de faire de la musique, c'est de pouvoir présenter ce que tu as mis longtemps à mettre en place, que tu as travaillé, voilà, de pouvoir faire bouger les foules. Après, je rebondis sur ce que tu disais. On peut aussi le faire sans l'autorisation de l'État et du gouvernement. Hein. On pourrait. Ça se fait, ça se fait. Ça s'appelle la désobéissance civile. Pourquoi pas. Ça se fait. Ça se fait. Alors, voilà. Tu nous disais, à la base, t'es du Nord. Ouais, je suis ch'ti, bien sûr. Ouais. T'arrives dans les Cévennes, t'as quel âge à peu près? J'ai 35 ans. 35 ans, ouais. Nouveau projet, nouvelle vie. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu alors, de la scène au niveau des Cévennes, de la scène underground, au niveau des lieux? Est-ce que tu connais des organisateurs? Est-ce que tu connais des groupes qui tournent un petit peu, tu vois, Ouais. Alors, les Cévennes, c'est un peu particulier, quand même, au niveau, on va dire, des musiques un peu alternatives, voire un peu métal, parce que c'est pas vraiment la vibe. En général, c'est plutôt du trad. Après, il y a des festoches. Je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est assez compliqué de se faire une place. Il n'y a pas vraiment de scène à proprement parler dans les Cévennes ou en Lozère. Généralement, les groupes qui existent là se produisent plus à l'extérieur que sur le territoire. Après, il y a quand même aussi un peu de musique, on va dire, alternative. Donc oui, il y a des lieux. Après, les lieux sont un peu changeants. Là, je pourrais te parler de la Girafronde qui est à Marvejols, où il y a quand même un pôle un peu metal noise qui est implanté. Il y a aussi un festival tous les ans, pas cette année forcément, parce que voilà, il s'appelle le Mordorfest. Où plusieurs groupes, soit de la scène locale ou de l'extérieur, viennent jouer dans un lieu qui est magnifique d'ailleurs, un des seuls lieux, un lieu où je voudrais absolument jouer un jour dans ma vie. Voilà, donc là, ça c'est... C'est lequel ? Ça s'appelle Chamballon, c'est une vieille ferme, c'est une ferme cosnarde sur le Cos, une ferme, pas une ferme fortifiée, mais c'est dans une cour fermée, tout en pierre. Avec un super cadre. Ouais, c'est un super cadre. C'est un peu comme je t'ai montré là sur la vidéo, mais avec plein de monde. Ça rend 200-300 personnes bien quichées. Et c'est vraiment généralement des super ambiances. Où je suis allé plusieurs fois. J'étais au Mordor aussi une fois. Et donc il y a cette scène qui existe. Après aussi, ils ont une démarche de pouvoir amener ce genre de musique aussi dans d'autres endroits. Donc ils font un peu des genres de tournées avec des groupes où ils essayent de présenter des concerts. De trouver d'autres endroits pour produire les groupes et tout. Ouais. Même si c'est pas vraiment, on va dire, la vibe du secteur. Mais ça attire quand même des gens. Et puis c'est une démarche qui est très, très respectable, c'est bien. Parce que c'est vrai que en Lozère, on est plus dans le trad, donc vraiment la musique traditionnelle, avec les danses, etc. Il y a plutôt une ambiance un peu comme ça, avec des musiques un peu plus, on va dire, consensuelles. Mais il y a aussi d'autres choses qui existent, et ils essayent de développer ça. Et toi, du coup,
pour étancher ta soif de musique amplifiée, est-ce que tu dois faire beaucoup de routes pour trouver justement des concerts qui t'intéressent Pour écouter. Ouais, en live, tu sais, aller voir des groupes en live. T'arrives à trouver ta... Non, voilà. non, Ouais. non. Ok, Non, ouais. clairement non. Clairement non. Ok, ouais. Non. C'est là pour écouter des musiques un peu qui tapent. Il faut aller sur Montpellier, Nîmes, voilà, peut-être monter un peu sur Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Lyon. Ouais, c'est sûr que ça bougera plus par là, Toulouse. de toute façon. Ouais. Mais sur la Lozère, non, c'est... Ok, ouais. Non. Ok. De temps en temps, mais pas des gros groupes. Après, si tu veux vraiment voir une tête d'affiche ou des musiques qui changent un peu. Ouais, des groupes en tournée ou ouais, des... non, qui viennent pas en Lozère. Non, ça, c'est je sûr. me doute, ouais. Ah, mais t'as combien de temps de route, par exemple, toi, pour aller à Toulouse ou pour aller à Montpellier? Montpellier, c'est 2h30. Ouais, donc ça fait déjà Nîmes, c'est 2 heures. Tu vas Toulouse, passer c'est le week-end, 3h30. quoi. Ouais. Voilà, donc Ouais. c'est d'organisation. Ouais. C'est d'organisation. Et du coup, avant ton périple, justement, dans les Cévennes, est-ce que tu as des souvenirs marquants de concerts que tu as pu voir ou de festivals où tu as été, en fait, qui t'ont vraiment marqué en tant que spectateur, quoi? Ici dans le Nord ou... Ouais, de toute période confondue, enfin, on va dire les... Ah bah oui, bah forcément, on a fait Dour. Dour, bon, voilà, le Dour Festival, on l'a fait maintes fois. Qu'est-ce que j'ai fait aussi qui m'a marqué je suis allé aussi à côté de chez moi quand j'habitais dans l'Avesnois. C'était à Ruenne. Il y a eu pendant des années dans la campagne, mais juste derrière chez moi, c'était dans une ferme, un festival de death metal. Le Mortrifest. Le Mortri. Mais tu rigoles, sérieux? Si, On y a joué au Mortrifest il y a joué au des Mortri. années, Ah quoi. bah oui, bah ça remonte il y a au moins 10 ans. Ah ouais, mais carrément, on jouait sur une caravane, enfin sur une remorque de tracteur et tout. Exactement. Ah mais t'as connu le Mortrifest? Ah bah oui, mais j'habitais de l'autre côté de la pâture. Ah ouais, oui. Ah ouais, non mais ça c'est ouais, Donc le effectivement. Mortri, Ouais. j'ai des souvenirs hyper fun du Mortrifest. Bah, tu peux difficilement faire plus underground, hein. Là, on était pas mal dans la ferme, et non, c'était énorme. Ah ouais. C'était énorme. Et du coup, ouais, voilà, j'ai ça comme souvenir. Après, qu'est-ce que non, bah c'est vraiment les deux, on va dire festoches qui m'ont marqué. Après, ben, en termes de concert, ben, on a été à Bruxelles aussi. Enfin, on a été parce que je parle des copains qui étaient à l'époque, enfin, qui étaient avec moi. Je sais pas si t'étais là. Pour voir Primus en 96 Bah, ouais. avec Korn, on y était tous. Et donc du coup, c'était énorme parce que bon, Primus, on savait, on y allait pour ça, mais Korn, ils étaient au début des prémices de ce qu'ils faisaient. Et du coup, on les a vus arriver en première partie de Primus, et c'était la folie. C'était la folie, l'aventure. Il en a souvent parlé, Choc, justement, de ce concert. Après, j'ai vu plusieurs fois Napalm dans le Nord aussi. Et mon premier souvenir de concert, c'est Napalm Death à l'époque d'Utopia Banished à Liévin, en 80, je sais pas, peut-être 13. Ah ouais. Et j'étais allé voir à Liévin. Et Donc il y avait encore Jesse Pintado à la guitare. Oui. Ah ouais, non, c'était oui. vraiment le line-up mythique. Quoi. Voilà, line-up mythique. Ils étaient à 5. Hein. Et Utopia Banished, c'était mon premier vrai concert. Je crois que j'ai pété un boulard. Hein. J'ai passé mon temps à monter sur la scène et à sauter, à stage diver comme un ouf pendant 1h30. C'était énorme. En plus, j'étais méga fan absolu. Je suis toujours méga fan absolu de Napalm. Donc j'étais à fond. Voilà, donc ces concerts-là. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi non, c'est pas mal déjà. Hein. Sepultura aussi. On a vu Sepultura à Lille aussi. C'était énorme. Voilà, quelques concerts comme ça. C'était... merci à toi. Et je me permets de rebondir. Tu parlais de Napalm Death, que tu étais très fan. Ouais. Qu'est-ce que tu penses justement du changement de line-up depuis le départ de Mitch Harris et des nouveaux albums? Bah, moi, je pense qu'il garde l'esprit. Hein. C'est l'essentiel. Hein. C'est l'essentiel. Après, je pense qu'ils ont toujours eu une évolution aussi de son. Ils sont un peu aussi adaptés au niveau du son par rapport à ce qui se fait actuellement. Donc moi je pense qu'ils sont toujours dans le coup. Ils ont toujours la niaque. Voilà, je sais pas, moi je suis toujours fan quoi. Voilà, parce que l'esprit lié.
il y a quasiment, enfin, il y a plus de membres originels du groupe et c'est toujours là et ça tient la route et ils sont là depuis 30 ans ou 35 ans, je sais plus. Et voilà, c'est des, voilà, c'est des c'est les patrons, hein, c'est les tauliers, patrons, ouais, c'est les tauliers. Bah merci à toi. Écoute, Merci à toi, ça fait plaisir. Hallucinant pour le meurtrier. Le meurtrier, bah ouais. Non, mais vraiment, je pense qu'il y a peu de personnes qui comprendront parce que c'était vraiment un petit truc, quoi, mais ça m'avait marqué aussi personnellement. C'était fou. Si tu veux bien, on va aborder notre deuxième thématique, tu vois. Et une chose aussi importante, très importante pour toi, ça a été justement la raison de ton départ dans les Cévennes et une nouvelle expérience professionnelle, on va dire. Une nouvelle vie, hein. Une nouvelle vie, ouais. Une nouvelle vie. Depuis plusieurs années, en fait, on a vu émerger de nombreuses microbrasseries un peu partout, avec chacun ses recettes, chacun ses petits secrets de fabrication et tout. Est-ce que tu peux nous expliquer, enfin nous parler de ton projet, en fait, de ta brasserie, de comment, comment t'en es arrivé là, qu'est-ce que tu faisais avant aussi, ça nous intéresse justement, parce que quand généralement tu choisis de changer de direction, en fait, tu vois, c'est qu'il y a eu un événement qui s'est passé, et est-ce que tu arrives à vivre justement de cette nouvelle aventure? Alors, pour démarrer, on va dire au début, donc moi j'étais dans l'automobile, je bossais pour Toyota à Onin, donc sorti de mes études et après le service militaire, j'étais quasiment embauché à l'ouverture de l'usine, donc frais moulu d'université. J'ai fait 8 ans là-bas où pendant un moment je me suis quand même éclaté, on va dire, quelque part intellectuellement, parce que j'avais un job qui était technique pendant quelques années. Et après, j'ai basculé dans l'encadrement d'équipes de production. T'es passé cadre, quoi. Bah, j'étais déjà cadre, on va dire, mais du coup, cadre d'encadrement de personnel de production. Et là, bah, ça, c'est une école de la vie là-dedans. Et du coup, c'est pas que j'ai mal vécu, c'est qu'au bout d'un moment j'ai plus trop vu le sens de mon travail, voilà, que ça soit en termes de relations humaines, coincé entre le marteau et l'enclume, en termes de finalité, d'épanouissement personnel, d'épanouissement, de sortir des voitures toutes les minutes. Au bout d'un moment je voyais plus trop à quoi ça servait. Et entre deux, j'ai rencontré les Cévennes par intermédiaire d'un copain à moi que j'avais connu déjà au lycée, avec qui on faisait de la musique, etc. Enfin, tout est lié. Et je suis allé en vacances le voir, parce que lui était installé là-bas en Lozère. Et quand je remontais à chaque vacances, j'avais un mal de chien à redémarrer là où j'étais, et je dis mais c'est pas possible. En fait, ce que je vis là dans mon travail, dans ma vie, en fait, c'est une illusion de ce qu'est la vie. c'est une illusion, c'est pas possible. Il y a des gens qui vivent autrement et beaucoup mieux que ce que moi je vis. Donc du coup, entre le boulot où c'était un peu compliqué en termes de humain, parce que quand tu gères des humains, en fait, tu gères du personnel, tu te couches avec tes problèmes, tu te lèves avec tes problèmes. Quand tu gères de la technique, tu laisses la technique au bureau, tu rentres chez toi et tu reprends ta technique le matin. Mais quand tu travailles tu dois gérer du personnel, la problématique elle est pas pareille. Donc je vivais assez mal ça, quand même, on peut le dire, a posteriori, parce que ça fait quand même 10 ans. Et donc j'ai vu qu'un autre mode de vie était possible que ce que j'avais choisi ou que ce que la vie proposait ou le système proposait. Et j'ai donc décidé de me dire que j'allais faire quelque chose qui avait de la valeur et un sens pour moi. Et que je voulais vivre ailleurs parce que aussi, on va dire, désolé, je suis ch'ti, mais... il fait vraiment trop pourri, donc du coup j'en ai fait plein mon cul du ciel 2 mètres de haut, gris, on va le dire, j'en pouvais plus. Voilà, tu vois là-bas, il fait beau, il fait bleu, il y a des nuages qui roulent, il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a du relief, je sais pas, ça m'a parlé des oiseaux, des animaux sauvages, enfin de plein de choses qui font que
je trouvais plus mon compte, ni professionnellement, ni personnellement, à être là où j'étais. Et du coup, j'ai essayé de trouver une idée pour pouvoir faire quelque chose de mes mains qui a un sens. Bon, ceux qui me connaissent, je regarde le caméraman, ils savent très bien que je suis un fan de bière depuis des lustres et des lustres, mais j'avais jamais pensé à en faire. Et du coup, il y a quelqu'un, enfin, donc ce fameux pote, qui m'a amené jusque dans les Cévennes, qui m'a dit ouais, mais tout, machin. Donc c'est ça, on parle de ça en 2009. Il manque de la bière artisanale, tout le monde, il y a un brasseur mais il s'en sort pas, tu devrais faire de la bière, t'adores ça, je suis sûr que tu y arriverais. Je dis bah non, mais pour faire de la bière il faut une usine. Voilà, parce que l'EF, machin, à l'époque je buvais ça hein, quand même, il faut le dire, hein, j'étais un béotien de la bière, je savais même pas, pour moi la bière c'était du houblon, alors que ce n'est pas du houblon. Et donc je me suis renseigné, en me disant, parce qu'il me disait ouais mais il fait ça dans sa grange, nana, machin. Bon d'accord, très bien, je vais me renseigner. Donc je commence à me renseigner, j'ai vu effectivement que c'était possible de faire sa bière à la maison. Donc j'ai commencé à me dire que ouais, c'est vrai que ça pourrait être pas mal de faire de la bière, hein, parce que j'aime ça. Et voilà, je me suis formé, j'ai mis 1 an pour monter le projet. Entre le moment où je me suis dit je me casse de là où je suis, donc du boulot, et le moment où je suis arrivé dans les Cévennes, un peu gardant cet esprit un peu rationnel que j'avais à l'époque, de boulot, donc de bien calculer, de savoir comment ça se passe, donc d'avoir quand même un peu de technique aussi, pour pas arriver... de la rigueur dans le truc. Quoi, un peu de rigueur, et pas partir... Donc j'ai fait des formations, déjà des formations pour adultes, donc sur mon temps de travail, mais les week-ends, et après j'ai trouvé une formation diplômante à La Rochelle qui m'a permis aussi de creuser un peu plus le sujet et d'avoir des bases pour me dire je peux monter mon projet. Donc une formation de brasseur en fait. Ouais, voilà, d'opérateur de brasserie à La Rochelle. Et à partir de là, donc ça a été financé par Toyota, que je remercie si jamais il y en a qui m'écoutent. Ça s'est très bien passé avec Toyota, en tout cas avec l'usine et mes boss, tout s'est bien passé, voilà, et au bout d'un moment on s'est dit bah ouais, voilà, je quitte à tel moment et je pars dans les Cévennes, voilà, et donc je suis parti, je me suis installé là-bas pour monter ma première brasserie, c'est dans une cave, ça faisait 16 mètres carrés avec des trucs, micro-brasserie, ouais. Ouais, voilà, pour démarrer, et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai autofinancé aussi tout ce que j'ai monté comme brasserie. C'est-à-dire que j'ai pas fait appel à des banques parce que je voulais plus avoir affaire à des gens qui demandent des comptes. Donc j'ai tout autofinancé. Et jusqu'à brasser aussi chez un collègue qui m'a prêté une brasserie, puis monter la brasserie que j'ai actuellement là où je suis, donc à Saint-Laurent-de-Trèves, pour faire un volume de 150 à 200 litres par an, et donc qui me permet finalement de gagner ma vie par rapport à ça. Oui. Bah, c'est mon activité principale. C'est une activité que je fais en local, parce que la démarche c'est aussi de consommer local, produire localement avec des matières locales, et de pouvoir vivre sur le terroir et voilà, faire tisser aussi du lien entre les gens, parce que la bière, c'est pas que une boisson alcoolisée, c'est aussi un lien entre les gens. Nous, on connaît ça bien, parce qu'il y a une culture bière dans le Nord, qui n'y a pas forcément dans le Sud. Donc en fait, en 2009, quand moi je me suis installé, tu parlais de l'explosion des microbrasseries. Si tu veux, la courbe d'installation des microbrasseries, moi je suis arrivé, en fait, ça fait une courbe comme ça. Ouais. Et moi, je suis arrivé au début de la montée dans la haute courbe. Donc en fait, quand je me suis installé, on m'a pas pris pour un fou, mais on m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ça, personne comprenait ce que c'était que ce projet, quoi. Et maintenant, j'en parle maintenant, donc il y a que 10 ans. Voilà, ça semble un peu commun, mais je peux te dire qu'il y a que 10 ans, on me regardait avec des yeux comme ça, quoi. Un peu commun, mais ça reste vraiment bien, je trouve. Un big up, en tout cas. Bah oui, la bière, voilà, c'est nous on connaît ça. Après, l'industrialisation des produits fait que t'as une standardisation des goûts, t'as une standardisation, tu connais plus rien au goût. Alors
nous, en France, c'est le vin, voilà, on écrit des grandes thèses, on joue du violon, nana, machin, bah ouais, mais la bière, c'est aussi noble que le vin, c'est plus vieux que le vin, alors j'ai rien contre les vignerons, je vous salue tous, j'adore les vignerons, mais disons qu'on redonne les lettres de noblesse aussi à la bière, parce que ce que pensaient les gens il y a 10 ans ou 15 ans, c'est à dire ouais, je vais chercher mon pack de gros, je me pitanche, les punks à chien, on boit de l'accro et on se boit la gueule à pas cher. C'est ça, ouais. Mais non, mais la bière, c'est pas que ça, c'est pas que ça. Parce que la bière artisanale, elle est restée minoritaire avec 5% du marché. Et l'explosion justement des microbrasseries et des brasseurs, on va dire, indépendants, a permis d'apporter justement une diversité dans ce qu'on pouvait proposer, quoi. Et ça me permet de rebondir justement sur ma prochaine question, c'est quels sont les produits que tu proposes, toi, maintenant, en fait? Bah, on va dire, j'ai une gamme classique, on va dire... Tu nous as même pas dit le nom encore. Hein. Ah bah oui. Je sais pas si on a le droit de faire de la pub. Alors, la brasserie, c'est la brasserie du Tarnon, parce que j'habite dans la vallée du Tarnon, à Saint-Laurent-de-Trèves, et la bière s'appelle la Tarnonaise. Voilà, ok. tout simplement. Après, et tu la déclines en plusieurs... Ouais, bah, je la décline j'ai une gamme de 7 bières, donc j'ai une blonde, j'ai une blanche, une rousse, une brune. Après, je fais une bière à la châtaigne, je fais une IPA, qu'est-ce que je fais d'autre? Après, je fais des déclinaisons aussi des bières classiques, mais avec des refermentations, avec des sirops. Donc là, une blanche au coin, je fais une blonde au sirop de bourgeon de sapin, donc que des cueillettes sauvages dans le secteur des Cévennes. Des fois, je fais des bières au miel, j'ai fait des bières aux fruits, mais vraiment, voilà, j'ai une gamme de 7 et après il y a des variations. Et c'est que des recettes que tu élabores toi-même, ouais, du coup. Ouais, c'est des recettes. Avec des produits locaux, avec. Bah, on essaye au maximum. Hein, on va dire que l'eau forcément, elle vient, c'est une eau de source du village, donc elle est nickel. Après l'orge, il est poussé, donc l'orge est poussé dans le Tarn et il est malté dans le Tarn, donc c'est la malterie la plus proche de là où je suis. Donc c'est une malterie artisanale. Donc j'utilise ce malt bio pour brasser. Le houblon, alors c'est un peu plus compliqué parce que autant l'orge comme on en produit en France. Exact, on en parlait tout à l'heure. Et on en exporte, on en fait pousser beaucoup, on en malte beaucoup, on en exporte beaucoup. Donc c'est pas une difficulté à trouver, on va dire en soi. Par contre le houblon c'est plus compliqué parce que on a très peu de surface cultivée en France, donc ils viennent essentiellement. Alors il y a 98% des houblons français qui sont faits en Alsace et les 2-3% qui restent, ils sont faits dans le Nord. Il y a par des coopératives houblonnières, essentiellement sur les Flandres françaises. Et donc bon, je l'approvisionne d'Alsace ou du Nord, et après je complémente de houblons qui viennent d'Angleterre, d'Allemagne ou des États-Unis pour les différents styles qu'on peut réaliser, que je peux réaliser, et en fonction aussi des approvisionnements, parce que autant l'orge ça pousse d'une année sur l'autre, donc c'est des cultures assez je ne vais pas dire faciles, mais qui sont régulières. Ouais. Une houblonnière, déjà, quand tu plantes ton plant de houblon, avant qu'il soit à maturité, il faut 3 ans. Donc déjà, tu vois, à partir du moment où tu dis « Ah tiens, je vais faire pousser du houblon », avant d'avoir tes premiers houblons, il te faut déjà 3 ans. Donc c'est pas la même chose. Et voilà, donc ça se développe aussi parce que la brasserie artisanale, elle essaye d'insuffler aussi une dynamique dans la filière pour qu'on ait des matières locales, parce qu'il n'y a pas de bière artisanale, de bière locale sans matière locale, parce qu'on peut très bien dire je suis local, mais je prends mon houblon en Allemagne, je prends mon malt en Allemagne, je prends mon houblon aux États-Unis, je prends Ancy à tel endroit et je transforme, je fais que transformer. Mais ça, non, la vraie territorialité et crédibilité d'une bière locale, c'est aussi de pouvoir avoir les matières qui y poussent. Et ça, c'est pas encore gagné partout, quoi. Ok. Bah, super. Voilà. Donc c'est ma démarche. Voilà. Non mais et justement, est-ce que tes bières sont pasteurisées? Non. Non, c'est des bières refermentées en bouteille. Ok, ouais. Voilà. Non donc filtrées, au niveau conservation au niveau conservation, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que tu as de la levure au fond de ta bouteille, donc il y a un travail continu des levures pour que le produit soit vivant, et donc il se transforme. Et il vit, et voilà quoi. Et donc c'est la meilleure manière de conserver des bières, c'est d'avoir des bières sur lit et de pouvoir les laisser vivre plutôt qu'elles soient figées à un instant T dans
dans sa bouteille et qu'il n'y ait plus de vie à l'intérieur. Donc non, il n'y a pas la pasteurisation et la filtration. Mais justement, c'est ce qui fait la différence entre une bière industrielle et une bière artisanale, Ouais, quoi, tu ouais. vois. Enfin, Bah, après, c'est que du marketing, c'est-à-dire que maintenant, enfin, je veux dire, dans l'esprit des gens, il faut que la bière, elle soit translucide, transparente, avec voilà, il y a des critères esthétiques ouais. qui rentrent en jeu pour la clientèle. Mais nous, brasseurs artisanaux aussi, on milite pour que, quand tu verses ton fond de bouteille et que c'est trouble, c'est pas grave. Ah ouais. C'est pas que c'est pas bon. Justement, c'est là qu'est le meilleur. C'est là que tu as tous les oligo-éléments, les vitamines dans la levure, quoi. Donc c'est ça qui fait le charme. Et du coup, moi, c'est pas que je me contrefous de l'aspect esthétique. J'aime bien quand ma bière elle est limpide, qu'elle est la plus claire possible. Mais voilà, ça fait partie aussi de l'authenticité du produit. Bien sûr. Bah merci. Alors je vais te poser une question qui risque d'être un peu compliquée, surtout vu la passion qui t'anime, et c'est un vrai plaisir de t'écouter parler de ça. Quelles sont tes bières préférées? Vaste sujet. Si tu devais me faire un top 5, on va dire. Top 5, non, mais c'est hyper compliqué parce Ouais. que ça dépend aussi de la saison, ça dépend du palais que t'as, l'instant T, ou ce que t'as envie, tu vois, ce que t'imagines, s'il fait chaud, froid, tu vois, enfin, il y a pas mal de facteurs. Tu dois quand même avoir des Oui, il y a du des classique. gold, quoi, tu vois. Oui, des, oui, mais en fait, ça va te paraître tout con, mais tu vois, moi, je suis remonté là, je suis arrivé là. Donc voilà, ça fait 1 an que je suis pas remonté dans le Nord, j'arrive chez mes parents, 18h30, j'ai fait 10 heures de route. Forcément, mon père, il m'a mis des bières au frais, tu vois. Bon, c'est que je suis brasseur, donc forcément, il met pas des Heineken, ou voilà. C'est un peu, quand même. Il me dit, qu'est-ce que tu veux et tout. Et voilà, il me dit, j'ai Rochefort Trappiste, j'ai Westmalle, Trappiste. Je dis stop. des bières à 10,5. Je dis, vas-y, nous Westmalle, ça fait hyper longtemps. Ouais. Et là, tu vois, j'avais envie de ça. Et j'ai bu ça. Et ça faisait, je sais pas, quelques mois que j'en avais pas bu. Parce que c'est pas non plus le top secret. Tu vois, bon, des Westmalle, t'en trouves quand même. Quand tu cherches, t'en trouves. Mais disons que là, j'avais envie de ça. Westmalle triple. J'ai fait, ouais, ok. Et tu vois, tout à l'heure, j'ai bu une Rochefort, tu vois, du classique, quoi. Après, là, je bois une houblon chouffe. C'est très bon, on a bu de la Nosteke, j'adore la Nosteke. Beaucoup les bières du Nord, belges. Après, je vais pas te parler des bières artisanales, il y en a plein que j'adore dans mon secteur. Tu parles des grands classiques, là. Voilà, je parle des grands classiques, c'est comme on dit, voilà, Metallica, ou je sais pas quoi, tu vois, des trucs où il y a des références, voilà. Là, je remonte dans le Nord, j'ai la vibe du Nord, j'ai pas envie de boire des bières, tu vois, des bières, je sais pas, non, j'ai envie de boire du classique du coin. Non, mais c'est bien, ça. Voilà. Mais on serait chez moi en train de faire l'interview, je te parlerais peut-être d'autres bières, tu vois. Et j'en ai bu aussi, qu'est-ce que j'ai bu aussi, je me rappelle plus le nom, c'est ça le problème. Une bière là, qui est une brasserie récente, brasserie artisanale, très bonne la bière. Et je suis allé, donc, aujourd'hui même, en Belgique, on en a parlé juste avant, parce que j'étais au Pont de France pour me faire une caisse de 75. Et voilà, j'ai quasiment pris du classique, quoi. Enfin, j'ai pris de la saison Dupont, voilà, la Bonveux, c'est pareil, c'est Dupont. J'ai pris quoi? Alors, j'ai pas pris de bûche, j'ai pris la Nosteke, j'ai pris d'autres, des bières que j'avais pas l'habitude de boire souvent, mais que je connaissais quand même, pour juste me faire plaisir. Tu vois, voilà. Vraiment un classique, j'ai pris 12 bouteilles, c'est que de la belge, il n'y a pas de souci. Tu t'es fait plaisir. Ouais, parce que j'aime me régaler. Voilà, moi je suis fan de bière belge, ça c'est sûr. Et après, il y a plein de bonnes bières en France, aussi en artisanal. Du coup, en premier, voilà, la brasserie du Pays Flamand, la Nosteke, c'est top. Mais il y en a tellement qu'on pourrait en parler pendant des heures. Ça se développe à fond. Même là dans le coin, on n'est pas forcément de la même génération, mais je vois de plus en plus de personnes, de ma génération, qui se lancent dedans et tout, quoi, tu vois. Ou des festivals de musique qui s'associent avec des brasseurs, ou qui se mettent à faire de la bière, tu vois. Et franchement, je trouve ça vraiment c'est cool, ça qui est quoi. vraiment chouette, parce que tu vois, la finalité du travail du brasseur, moi je la trouve quand, justement, on me commande des fûts pour un festoche ou un concert, tu te pointes là-bas en loose day, tu vois, enfin, pas qu'on te connaît pas, mais
Voilà, t'es là, tu regardes, puis les gens, tu vois, oh putain, ouais, ils se régalent, tu vois, il y a la fête autour de ça, tu sais que c'est ta bière concert, tu sais que les gens ils font la fête avec ta bière, tu sais qu'il y a de la musique, t'es là, et là t'es le plus heureux. Ah, ça fait plaisir. Là, c'est là où, tu vois, on parlait du sens du travail, c'est là où quand tu peux lier tout ça, donc la musique, les gens qui s'amusent, qui se rencontrent, qui discutent, qui se rencontrent, tout ça, en fait, c'est le lien du brasseur qui vient là-dedans. Et enfin, moi, je sais que cette année, pareil, il y a pas eu. Nous, on a le festival de la soupe tous les ans à Florac, c'est fin octobre. Donc, on est rencardé à 3 brasseurs. Donc, il y a ma brasserie, il y a les collègues de la Jonte qui fournissent une bière. Il y a 3 brasseries, on fournit chacun une bière, une blonde, une rousse et une brune. Et on est à 3. Tout en pression direct. Tout en pression. Donc, on amène des fûts à gogo, il y a un énorme bar. Et tu vois, il y a je sais pas combien de personnes là-dedans, je sais pas combien il y a de personnes qui passent, 1000, 2000 sur le week-end, et tout le monde boit ta bière, la bière des collègues, tout le monde fait la fête et tout, tu vois, c'est le lieu de rencontre, c'est convivial, et ben c'est là que tu te dis, c'est bien mon métier, et je suis content de faire ce que je fais, parce que je crée du lien entre les gens. Voilà. Bah écoute, ça permet de rebondir sur la prochaine question, justement, on vient de vivre une année assez merdique, on est d'accord, hein. Le confinement léger. Le confinement et son impact justement sur la fermeture des bars, des restaurants, les annulations de festivals, de concerts, a-t-il eu un impact sur ton activité? Un impact honnêtement, je dirais pas trop, parce que ça dépend de ta structure. Moi j'ai une structure, enfin je suis tout seul, je fais quasiment tout seul. Effectivement, je fais une partie en fût, donc moi j'ai perdu un peu de volume sur la production de fût parce que il n'y avait pas de demande, donc forcément j'ai perdu en volume. Après, je travaille pas beaucoup avec les bars, d'autant plus que cette année j'en ai ouvert un à la brasserie, donc en fait j'ai un peu mieux valorisé mes fûts directement au bar plutôt que les vendre à l'extérieur. Donc globalement, tu t'en sors, quoi. Ouais, je m'en sors. Après, je pense qu'il y a des collègues qui travaillent beaucoup, peut-être avec des restaurateurs ou avec avec des bars. Moi, je pense surtout, j'ai discuté avec un distributeur de boissons, un peu France Boisson, mais en version locale. Ah bah, ils étaient à l'arrêt, hein, ils fournissent que des bars et des restos. Les mecs, ils sont à l'arrêt. Ouais. Après, les brasseurs, on a une diffusion un peu différente. Moi, je fais beaucoup les marchés, donc je fais de la vente en direct. Les marchés n'ont pas été arrêtés, donc moi, j'ai quand même continué à écouler la bière. Les supermarchés n'ont pas été fermés, donc les gens qui vendent en supermarché, en grande distribution, ça s'écoule quand même. Les cavistes sont ouverts, donc il y a vraiment... voilà, après, ça dépend aussi ce que tu as comme investissement... ce que tu as comme personnel. Moi, quand tu es à mon niveau tout seul avec zéro, on va dire, investissement remboursé, tant que je rentre assez d'argent pour payer mes charges de locative et voilà, au final, ça passe, quoi. Ça reste safe. Ouais. Ça reste safe, c'est tordu quand même parce que voilà, on écoule moins de volume, mais bon, je vais dire que cette année, ça va. Après, c'est tant mieux pour ça toi, dépend des échelles, ça dépend des structures, c'est assez variable. C'est assez variable. Et donc, on a vu justement comment on est venu à cet attrait pour la bière, ta formation, la création de ta brasserie, comment tu as développé, le plaisir que tu prends justement à faire découvrir tes produits, qu'on a eu l'occasion de goûter, et qui sont très bons, je le dis. J'espère que, je sais pas si t'en as ramené ou... Bien sûr, j'en ai dans le coffre. Bah voilà, on va goûter tout ça après, quoi. Depuis tout à l'heure, j'en sais pas. Quel avenir tu vois du coup? Là, on a vu justement que tu avais créé ton bar dans ta brasserie. Quel avenir pour ta brasserie? Ben moi j'ai pas des ambitions démesurées pour ma brasserie, hein. Les mêmes ambitions que j'ai depuis le début, c'est-à-dire de rester à un volume humain à gérer sans avoir à sortir des sommes inconsidérées qu'on doit rembourser d'ailleurs. Faut pas oublier. Et du coup non, moi mon litrage, la façon dont je commercialise, ça va, je devrais peut-être faire un peu plus de commerce. Après j'ai des projets plutôt techniques sur
une étiqueteuse un peu plus, enfin on va dire une étiqueteuse. Tu fais tout toi, en bouteille, ouais, tout, enfin. Tout. Du coup, là, je serais prêt parce que bon, forcément, j'investis sur fonds propres, donc quand j'ai un peu de marge sur la trésorerie, ben, quand j'ai besoin ou quand il y a un point bloquant dans la brasserie, j'investis pour faciliter le travail, sans pour autant me dire que je vais augmenter le volume. C'est pas le volume qui va forcément augmenter, mais c'est la facilité à travailler que je vais améliorer. C'est plutôt comme ça que je le vois. Après, j'ai pas d'ambition à diffuser partout en France. J'ai pas la capacité de production. Ça m'intéresse pas de faire ça non plus parce que le concept c'est le direct ou le semi-direct en local. Donc voilà, moi, faut pas dire que je suis en rythme de croisière, mais tu trouves un équilibre comme ça. Ouais, voilà, c'est un équilibre comme ça qui va bien. Ouais, c'est parfait, quoi. Voilà, en espérant que ça dure. Après, bon, on peut dire aussi que c'est vrai que le marché de la brasserie, enfin, le marché c'est un peu tendu avec le développement des brasseries artisanales, donc faut être aussi un peu plus présent. Ça demande aussi d'être plus attentif, plus précis, pas plus concentré, mais d'essayer de travailler un peu plus finement, d'essayer de développer des recettes. Enfin, ça te demande aussi. Ou la communication, peut-être aussi. Ouais, la com, je suis nul en com, ça c'est sûr. Mais j'ai jamais eu besoin jusque-là. Mais voilà, de la com, à faire un peu plus de com. Et puis aussi de travailler mieux son produit, d'essayer de développer d'autres choses pour se démarquer ou pour peut-être même pas se démarquer, mais pour un peu suivre la vibe, un peu les modes des bières actuelles. Ah ouais, genre IPA et compagnie. Ah, quoi. IPA, ça fait longtemps. Je me suis installé, il y avait déjà des IPA, mais à part que personne n'en buvait, mais ça existe depuis des années. Mais après, les bières, les vieillissements en barrique. Là, j'ai fait dernièrement une bière aussi mixée avec du mou de raisin. Voilà, genre de choses. Bon, après, c'est des occasions, moi, c'est des opportunités. C'est des rencontres. J'ai rencontré un vigneron qui est local, qui est juste à côté de chez moi. Il dit, ouais, j'ai du mou de raisin, j'ai du chardonnay, tu voudrais pas faire une bière avec et tout. Je dis, ouais, j'en ai jamais fait. Du coup, c'est pas grave, on va en faire quand même. Ouais. Et du coup, voilà, après, au bout de un certain nombre d'années, t'as quand même des schémas qui se développent pour faire une bière. Tu sais qu'il faut pas faire tel genre de choses. Voilà, c'est de pas trop prendre de risques quand tu connais pas, mais voilà. Et du coup, on a fait une sorte de bière mi-vin, mi-bière sur une base de bière avec du chardonnay. Et elle tire à combien ? Elle tire à 6. Ça fait un peu entre moitié blanc sec et moitié bière. Donc c'est assez fin, et plus ça vieillit et meilleur c'est. Voilà, pour le moment. Ouais. Voilà, donc voilà, les axes de développement, c'est ça, c'est voilà, continuer ma gamme et puis en fonction des rencontres ou des possibilités ou des envies, créer, tester. Ouais, créer, tester, ouais. Trop bien. Ce qui est bien dans la bière, c'est que tu as quand même un vaste champ, on va dire, entre guillemets culinaire, d'expérimentation, en dehors des techniques, quoi, donc de base. Donc c'est Merci. On pourra en parler toute la nuit, quoi. On sent vraiment la passion, quoi. Tu vois, c'est vraiment sympa. Je crois pour l'instant, on parle plus de bière que de musique. On a parlé de musique, on parle de bière. Et le pire, c'est qu'on n'a pas fini parce que tu as encore une corde à ton arc. On va maintenant parler justement de ton émission de radio, Full Metal Canette. Ouais. Qui va créer le lien justement entre les deux thèmes qu'on vient d'aborder, exactement, la musique et la bière. C'est bien fait. Peux-tu nous présenter ton émission, son concept, la fréquence de diffusion, etc. Ouais. Full Metal Canette, c'est une émission en fait que j'ai eu ça m'est venu comme ça. Je dis putain, j'écoute du métal, je bois de la bière, tout ça. Je dis souvent c'est lié, tu vois, dans tous les festoches, tout le monde y boit que de la binouse. Tu vois, Hellfest, il y a des centaines de milliers de litres qui se boivent. Je dis, il y a quand même un lien entre les deux, tu vois. Et donc à l'époque, le collègue Christophe, qui joue dans les Rascalines, qui est guitariste, il travaillait pour la radio associative qui s'appelle Radio Bartas à Florac. Et je lui parle de ça, je dis ouais, on devrait faire une émission, machin. Et du coup, je disais ça un peu en l'air, mais un peu à l'apéro, tu vois, tu t'engraines un peu, genre ouais, on ferait ci, on ferait ça, on ferait ci, on ferait ça, puis après, des fois, il se passe rien, tu vois.
Mais le con, c'est que lui, il a pris ça à la lettre, il l'a mis dans une grille, dans la grille de programmation, dit ouais, bon alors, Full Metal Cadet, on le fait quand? Ah ouais, non mais il dit c'est dans la grille. Alors du coup, eh ben, on y est allé, quoi. Donc, on fait une émission tous les mois, moi et Mirland, c'est tous les mois. Après, des fois, c'est un peu compliqué enfin, c'est une radio amateur, enfin, une radio associative, pas amateur. J'allais te poser la question, justement. Du coup, bah, enfin, moi, en tout cas, je suis amateur en radio, voilà. Donc, on a nos boulots, etc. Donc, il faut un peu aussi, des fois, prendre du temps pour faire des contenus. Hein, c'est pas évident. Parce qu'il y a de la recherche, etc. Et d'essayer de mixer par thème ou pas. Donc la bière et la musique. C'est ça, donc le concept c'est ça à la base. Ah oui. Vous faites quoi? Vous faites des chroniques de bière et ouais, de groupe, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc si on a un thème, alors je peux en prendre un. Qu'est-ce qu'on a fait comme thème? On a fait, alors la dernière émission qui va passer, je pense, cette semaine ou la semaine prochaine, et qui sera en podcast sur le site de radiobartas.net. Vous pourrez retrouver notre émission Full Metal Canet. On mettra le lien. Qui est spéciale fête, spéciale Noël, enfin Noël et Nouvelle Année. Alors là, on s'est dit, parce qu'on avait déjà fait l'année dernière une émission spéciale Noël, où j'avais donné l'historique de la bière de Noël. On avait qu'est-ce qu'on avait fait comme musique, je sais plus. Bon, on avait parlé autour de ça, d'où ça venait, un peu d'historique. Et là, cette année, on a fait un thème où on s'est dit, bah tiens, ça serait marrant de trouver des groupes qui ont fait des groupes de métal, qui ont fait des reprises de chants de Noël, de chansons de Noël. Donc Christophe, il s'est chargé de faire un peu le tri dans tout ce qui se trouvait. Donc il a fait une playlist de chants de Noël repris en métal. Alors je sais plus ce qu'il y a comme forcément il y a Alice Cooper, qu'est-ce qu'il y avait aussi, il y a des groupes qui envoient du gros lourd, qui ont fait des reprises, mais j'ai plus tous les noms en tête. Enfin, je me rappelle que d'Alice Cooper parce que c'est le premier morceau, mais c'était marrant. Et moi je me suis attelé à faire un menu de Noël accompagné à la bière, donc des recettes. Donc de A à Z, hein, l'entrée, alors il y a 2 entrées, il y a un cocktail à la bière, il y a un plat principal, fromage, dessert, il y a la totale, le tout accompagné de bière, parce qu'on connaît bien ça en vin, mais maintenant ça existe aussi en bière. Donc comment accompagner un plat d'huître avec une bière? Donc là j'ai fait moi de mon côté. Donc Christophe lui explique un peu l'historique des groupes qui jouent, de ce qu'ils ont fait, etc. Donc il y a un peu ça. Et moi donc là ce coup-là j'explique les recettes. Et je fais aussi un petit côté historique sur 2 styles de bière parce que c'est vraiment des styles très particuliers qu'on connaît pas beaucoup. C'est la Gose et l'Oyster Stout. Donc c'est vraiment base 2 litres, la Gueuse et l'Oyster. La Gose, c'est pas une Gueuse, c'est une bière allemande qui est un peu salée et un peu aux fruits. Donc c'est une bière plutôt acide. Et du coup, elle se marie bien avec des fruits de mer ou des huîtres. Et l'Oyster Stout, forcément, elle est faite à base d'huîtres. Donc c'est des styles qui sont pas connus. Donc j'ai fait un peu l'historique. On a fait aussi une émission spéciale Straight Edge. C'était après Noël de l'an dernier. Quoi, avec la bière sans alcool? Ouais, tout sans alcool. On a mis que du Straight Edge. C'est la diète. C'est la diète. Après, tout le monde dit ouais, non, mais c'est bon, j'arrête de bouffer là, je reviens. Eh ben, ok les gars, ok, on fait émission Straight Edge, pas d'alcool, pas de drogue, rien. Voilà. Et on a fait une émission confinement, que des chansons déprimantes sur les trucs de confinement, les maladies dans la bière, les bienfaits de la bière, donc pour éviter d'être malade. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une émission spéciale déconfinement pour les vacances où c'était que des trucs fun. Voilà, des bières d'été où personne. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de l'émission et sur quelle radio ça se passe, s'il te plaît? Alors ça s'appelle Full Metal Canet. Sur Radio Bartas, donc qu'on peut écouter sur le net, sur radiobartas.net. Ok, ça roule. C'est une radio associative qui existe depuis déjà pas mal d'années sur Flora, qui passe du bon son et des bons contenus, et je conseille à tout le monde de l'écouter, pas que pour Full Metal Canet, parce qu'il y a plein d'autres trucs, musicaux ou pas, de l'actualité. On a déjà eu l'occasion d'écouter, c'est bien sympa, quoi. Hein. Ouais, l'année dernière, je vous ai interviewé tous les groupes, justement pour faire du contenu pour l'émission, et c'était bien sympa aussi.
Et ça fait plaisir, tu vois, parce que t'es notre troisième invité sur Colloquium, et t'es le deuxième qui fait partie d'une radio associative, et franchement, ça nous fait, bah, il faut, ça nous fait plaisir. Bah ouais, mais ça fait plaisir. Alors, aussi d'être là. Une question nous brûle les lèvres, c'est comment tu trouves le temps de faire tout ça, en fait? Bah, des fois, il faut un peu courir. Voilà. Il faut, je sais pas. J'ai pas. Oui, il y a des périodes où c'est un peu tendu quand c'est l'été qu'il faut faire une émission parce que ça prend du temps de faire les recherches, etc., d'écrire les textes et compagnie. Ça prend quand même un petit peu de temps. Après l'enregistrement, ça va encore, mais bon, bah, la bière. Après, c'est pas tout le temps. Tu sais, la bière. Des fois, il y a des moments où tu vois là ces derniers temps, en gros, je fais que du commerce, donc j'ai le temps de faire de la musique, de la radio. Ça dépend il y a des moments où c'est très groupé, des moments où c'est plutôt j'ai le temps. Mais bon, après, quand t'aimes bien ce que tu fais ou que t'y crois, ben, tu prends le temps de le faire. T'arrives à trouver du temps, ouais, bah, tu t'organises. Oui, ouais. Voilà, quand on y croit, on le fait, quoi. Bah écoute, merci à toi. Merci à toi, Bertrand, ça a été un plaisir. On arrive à la fin de notre interview. Ouais. Encore deux petites choses, si tu le veux bien. Ouais. Ça devient une tradition, en fait, chez Colloquium. T'es notre dernier invité pour 2020. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous conseiller 3 albums qui t'ont marqué, que t'apprécies particulièrement la question piège. C'est énorme. C'est la question blanche, non, généralement. Mes albums, genre, je peux les écouter tout le temps. Ouais, de chevet, quoi, tu vois. Ouais, de chevet. Stoner Witch des Melvins. Alors ça c'est non-stop, je peux le mettre en boucle tout le temps. J'en connais un qui valide près de moi, là. Stoner Witch des Melvins, ça c'est le stoner par... Enfin, voilà, pour moi, c'est énorme. Après, je dirais quoi ouais, un Napalm, c'est sûr. Hein. Un Napalm. Mais lequel? Deux cœurs, après je dis pas, voilà, on peut toujours en discuter. Harmony Corruption. Harmony Corruption pour l'époque, pour l'époque. Ouais, carrément. Ouais. Harmony Corruption, et après un troisième album, j'hésite. Un Helmet ou un Primus. Allez, non, je dirais un Helmet quand même. Un Helmet. J'hésite parce que Primus, je pourrais en mettre plein aussi. Helmet, je dirais Meantime de Helmet. Voilà. Album de cheveux aussi, ça c'est. Tu peux mettre play non-stop pendant. Je peux l'écouter. Bah ça fait, tu vois, c'est 92, je l'écoute encore donc. Mais bon, ça fait un peu vieux con, mais j'aurais pas de trucs modernes à dire. J'aurais pas de trucs modernes à dire, parce que c'est vraiment mes albums de cheveux, c'est ça, quoi. Voilà, je peux pas... Bah ça roule, écoute, comme je disais tout à l'heure, t'es notre dernier invité pour 2020. On va terminer là-dessus, si tu le veux bien. Si tu devais résumer l'année qui vient de se dérouler avec un mot, lequel serait-il? Un mot? Ouais. N'importe lequel? Ouais. J'hésite entre Chiri et Chianli. Ouais. Make your choice. Chianli. Merci à toi, Bertrand, ça a été un plaisir. On te souhaite le meilleur pour la suite. On parle bien pour l'état global du monde. Carrément, c'est ça. Ouais. Après, il y a quand même des choses sympas qui se sont passées dans chacun dans nos vies, mais c'est vraiment une grosse merde. Ouais. Est-ce qu'on va s'en sortir? Là est la question. Voilà. L'avenir nous le dira. Ouais, bah écoute. En tout cas, merci à toi. On souhaite le meilleur pour la suite. Merci à vous de m'avoir accueilli. Ça fait plaisir d'être là. Merci. Salut Bertrand. Ciao.